Ne prends pas le volant, ta femme a coupé les freins, cria un sans-abri, changeant la vie du milliardaire à jamais. Et si un milliardaire, vivant au sommet de son propre gratte-ciel, se retrouvait à un pas de la mort, sauvé par quelqu'un qu'il n'avait même jamais remarqué? Ce n'est pas une histoire de chute, mais une histoire de révélation. Quand le monde dans lequel tu es Dieu s'effondre, et que soudain tu comprends que la vraie puissance appartient à celui qui sait simplement dire la vérité, même s'il vit dans la rue. Avant de commencer, dites en commentaire de quelle partie du monde vous regardez aujourd'hui. Si ce jour-là il était parti un peu plus tôt, tout aurait été différent. Si le sans-abri n'avait pas entendu des voix derrière les buissons, l'homme du 20e étage serait mort sans jamais savoir qui l'avait tué. Michael Thompson regardait le Chicago du soir à travers la vitre teintée de son pentouse. Dehors, la lumière chaude des gratte-ciel flottait, en bas les rivières de phare coulaient. Il tenait un verre de vin rare, mais même le goût ne se faisait pas sentir. Tout devenait pareil. Il avait tout réussi, d'une petite entreprise de construction à une énorme corporation avec des projets dans tout le pays. Chaque brique, chaque grue, chaque contrat, il avait bâti son empire lui-même et maintenant il était au sommet. Mais à l'intérieur, c'était vide, dans la maison, c'était silencieux. Lorraine n'était pas encore revenue d'une autre soirée mondaine. Ou si elle était revenue, il avait cessé depuis longtemps d'entendre quand elle entrait dans la chambre. Elle était devenue quelqu'un d'autre, pas cette femme vivante et éclatante dont il était tombé amoureux. Ses yeux autrefois sincères étaient devenus froids, comme du verre. Et bien qu'elle apparaissait encore à ses soirées d'affaires, tenant sa main et souriant au photographe, une muraille s'était dressée entre eux à la maison. Pas une dispute, pas une querelle, mais de l'indifférence. Mais ce jour-là, quelque chose d'inquiétant ne laissait pas Michael tranquille. La veille, il avait entendu sa conversation téléphonique. Elle pensait qu'il dormait. Un chuchotement. Des phrases courtes. J'ai dit qu'il parte seul, tout est prêt. Et après, tout sera à nous, promis. Il pensa s'être trompé ou mal compris. Il ne pouvait croire qu'elle était capable de ça. Il ne voulait pas y croire. Pendant ce temps, dans un café modeste d'un quartier où les hommes d'affaires ne vont pas, Sahel Brooke était emmitouflé dans un vieux manteau militaire. Il était assis sur un banc en face de la façade, regardant par les fenêtres. Il venait presque tous les jours, ne mendiait pas, ne buvait pas, il restait juste là. Les passants avec leur café ne le remarquaient pas, mais lui, il voyait beaucoup. Il se souvenait comment il avait déjeuné là avec sa femme, avant que le cancer ne l'emporte, avant que l'usine ne ferme et qu'on lui refuse une indemnisation après sa blessure. Avant la rue, un accident malheureux et 3 décisions d'autres personnes. Il avait l'habitude de ne pas intervenir. Il savait que sa voix ne comptait pas. Mais ce jour-là, derrière des buissons proches, il entendit des voix, une femme et un homme. Il sera seul. C'est simple. Tu diras que c'était un accident. Après ça, tout sera à nous. Tu sais. Il ne voulait pas écouter, mais ne pouvait pas partir. Il connaissait ces conversations. Trop de douleur et de perte lui avaient appris à distinguer le mensonge de la vérité. Le lendemain matin, il était de nouveau assis devant le café quand il vit un homme en manteau gris, cher et propre. C'était Michael Thompson. Il s'approcha de sa voiture, démarra. Et là, Sahel remarqua quelque chose d'étrange. L'inconnu qui venait d'être près de la voiture disparut rapidement au coin de la rue. Dans ses gestes, il y avait quelque chose de non naturel. Le dos voûté, le regard en coin. Il agissait comme un voleur, mais n'avait rien pris. Sahel hésita, puis se leva et s'approcha de Michael. « Excusez-moi » commença-t-il, sentant son visage brûler. « Ne montez pas encore dans la voiture. »« Quoi » fronça Michael. « Qui êtes-vous » ?»« Écoutez, j'ai vu un gars près de votre voiture. Il faisait quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais ça avait l'air mauvais. » Michael sourit presque. Il était sur le point de partir. Mais dans les yeux de ce vieil homme usé, il y avait une telle sincérité, une telle inquiétude qu'il s'immobilisa. « Vous êtes sérieux ? Vous pensez que quelqu'un toucherait à ma voiture ? Sérieusement ? Répondit doucement Sahel. Vérifiez ou appelez quelqu'un, s'il vous plaît. Michael appela un mécanicien. Une demi-heure plus tard, le verdict tomba. Le système de freinage avait été coupé. Ce n'était pas un accident, c'était délibéré.
Il resta silencieux, regardant le sans-abri qui lui avait sauvé la vie, sans savoir quoi dire. Cette même nuit, il retourna aux Pentouses. Lorraine était déjà là. Elle dit qu'elle était contente qu'il soit rentré, lui donna un baiser sur la joue, manquant légèrement. Michael la regarda et ne pouvait plus ignorer l'évidence. Derrière la façade de la vie parfaite, il y avait des fissures, derrière la vitre de la tour, un abîme. Et s'il voulait survivre, il devait commencer à regarder le monde non pas d'en haut, mais d'en bas. Le matin après la tentative de meurtre, Michael resta 1 heure dans son bureau, regardant le mur. Les documents sur la table restaient intacts. Sa tête bourdonnait, pas à cause du vin, mais à cause des pensées. Lui, qui contrôlait tout, les contrats, les entrepreneurs, les médias, même les tribunaux. Mais hier, tout cela était inutile. Sans le sans-abri, il serait mort. Simplement tué dans un accident. Un autre riche fatigué ayant surestimé ses réflexes, tout le monde aurait compati. Lorraine aurait organisé des funérailles, puis la liberté et l'argent. Cette pensée lui serra la gorge. Il prit son téléphone et fit défiler la liste des appels. Il y avait un appel étrange, tard le soir, sans numéro. Puis un message de Lorraine. « J'espère que tu es bien arrivé. Demain, dîner, invités importants. » Froid, standard. Sans aucun signe d'alerte, il appela son chauffeur personnel. « Ce soir-là, quand je suis rentré moi-même, tu étais libre. »« Oui, monsieur. Madame Thompson m'a demandé de ne pas sortir. Elle a dit que vous partiez seul, selon votre humeur. » Michael resta silencieux. C'était un deuxième détail, trop semblable à une intention délibérée. Pendant ce temps, Samuel revenait encore au même café. Son visage était connu, mais personne ne connaissait son nom. Il aurait pu disparaître pour toujours, et personne ne l'aurait cherché. Il savait qu'il aurait pu simplement oublier tout ce qu'il avait entendu et ne pas se mêler de ça. Mais il ne l'a pas regretté. C'était un sentiment oublié depuis de nombreuses années. Il était de nouveau nécessaire. Au moins une fois. Soudain, une voiture noire et brillante s'est arrêtée à côté, avec un chauffeur ganté. Michael lui-même est sorti de la portière arrière. « Montez », dit-il simplement. Samuel ne demanda pas où il s'asseyait. La voiture démarra. Aucun d'eux ne parla pendant plusieurs minutes. « Pourquoi m'avez-vous cru » demanda enfin Samuel. « Je ne crois pas les gens. » La voix de Michael était calme, mais je sais à quoi ressemble la peur. Et il n'y en avait pas dans tes yeux. Il y avait autre chose. La responsabilité. C'est rare aujourd'hui. Il fit une pause. « Dis-moi ce que tu as entendu ce jour-là. » Samuel répéta la conversation, chaque phrase qu'il avait retenue. Aucun nom n'avait été prononcé, mais la voix de la femme, l'intonation, les mots, tout correspondait à ce qu'il avait entendu la nuit de Lorraine. « Pourquoi n'es-tu pas allé à la police ?»« Parce que je n'ai pas de preuves, » haussa les épaules Samuel. « Et quand tu es sans abri, tu n'es pas témoin. Tu es juste un type bizarre qui a cru entendre des choses. » Michael hocha la tête. « Alors, trouvons des preuves. » 2 jours plus tard, une réunion eut lieu dans un centre d'affaires où se trouvaient uniquement des bureaux privés fermés. Michael engagea un ancien enquêteur, spécialiste des enquêtes internes. Il s'appelait Keller. Un homme d'environ 60 ans, au visage calme, sans sentimentalisme. « Qu'avez-vous » demanda Moses. « Frein coupé. » La femme a dit au chauffeur de ne pas venir. Appels étranges. Conversation d'un sans-abri qui avait entendu quelque chose de suspect. Keller hocha la tête puis regarda Samuel. « Vous comprenez que vous êtes désormais le seul témoin. Si c'est un complot, vous êtes en danger. »« Je comprends, » répondit-il simplement. « Vous êtes prêt ?» précisa Michael. « Prêt ?» acquiesça Samuel, car personne ne devrait mourir juste à cause d'une voiture de luxe. La première chose que Keller fit fut de commander une expertise des freins, indépendante, sans lien avec la société de Michael. Le lendemain, le rapport arriva, traces d'intervention volontaire, tuyaux coupés, empreintes de chaussures camouflées. Tout confirmait une tentative d'assassinat. La deuxième étape fut la mise sur écoute. Michael installa des micros cachés dans la maison, dans le salon, le bureau, même la penderie. Tout cela à l'insu de Lorraine. Lui-même n'était presque jamais à la maison.
Prétexte, travail, déplacement. Les enregistrements étaient longs, principalement silence et musique. Mais la troisième nuit, dans le bureau, la voix de Lorraine se fit entendre au téléphone. Il est encore en vie. Je ne sais pas comment. Tout devait fonctionner. Non, ne m'appelle pas ici. Je prendrai contact moi-même. Il faut trouver une autre solution. Tout finira par revenir à moi. Tu sais. Après cet enregistrement, Keller regarda Michael. Ta maison n'est pas une maison, c'est un champ de bataille. Michael regardait les rues de Chicago, mais maintenant pas du sommet. Il était assis dans une voiture à côté de Samuel, non pas chauffeur, ni garde du corps, mais conseiller. Il passait devant des refuges, des ruines, ces mêmes quartiers que sa société avait autrefois nettoyés pour des projets immobiliers. Avant, tu ne m'aurais pas laissé entrer dans ton bureau, remarqua doucement Samuel. Avant, je pensais que le monde était divisé entre gagnants et perdants, répondit Michael. Mais maintenant, j'ai compris que parfois, seule la vérité vient de ceux qui n'ont rien à perdre. Il ne savait pas que ce qui allait suivre serait encore plus douloureux, car dévoiler, c'est une chose, mais admettre que l'on a vécu dans une illusion, c'en est une autre. Le 5e jour après le début de l'enquête, Keller apporta une clé USB. Elle contenait un enregistrement provenant d'un des micros cachés dans la penderie. Il le lança dans le bureau de Michael. « Tu as encore appelé ici. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Il est encore en vie. Oui, les freins n'ont pas fonctionné. Non, il ne se doute de rien pour l'instant. Oui, je lui ai dit que je l'aime. Comme toujours, c'est tout ce qu'on attend de moi. » La voix de Lorraine, froide, sans émotion, la voix habituelle d'une actrice qui ne tourne plus depuis longtemps, mais qui joue toujours son rôle. Michael regardait l'écran, mais ne voyait rien. Son visage devint pâle. Sa mâchoire se serra avec tension. Tout ce qu'il redoutait d'entendre était maintenant exprimé en chiffres et en ondes. « Nous pouvons maintenant aller à la police, » dit Keller. Enregistrement, expertise des freins, témoin. Suffisant pour ouvrir une enquête. Michael hocha la tête, mais lentement. Quelque chose en lui résistait. Il ne comprenait pas pourquoi son cœur ne criait pas. Il semblait savoir depuis longtemps, mais ne voulait pas le dire à voix haute. « Je veux tout savoir, » dit-il. « Qui est cet homme? Avec qui parle-t-elle? Comment se sont-ils rencontrés? » Keller commença à creuser. Il utilisa d'anciennes connexions, demanda les images des caméras du café, les relevés d'appels, les mouvements bancaires. Quelques jours plus tard, il trouva le nom de Brian Mendes, un ancien cascadeur. Antérieurement condamné pour fraude, mais sans peine grave. Il avait été engagé il y a quelques années pour le tournage d'une publicité pour un des projets de Michael, où, comme on l'apprit plus tard, il avait rencontré Lorraine. Sur le relevé bancaire de Lorraine, il y avait des virements au nom de BM, un particulièrement important datant de 3 semaines, correspondant au jour où elle avait convaincu Michael de partir seul. Il y avait aussi une autre preuve, une vidéo d'une caméra du parking souterrain. On y voit une silhouette à capuche manipulant la voiture de Michael. Le visage est caché, mais la démarche et la corpulence correspondent à Mendes. Keller compara les mouvements avec des archives de casting où il avait passé des auditions. La correspondance était presque parfaite. « Je pense que ça suffit, » dit Keller. « Vous êtes prêt? »« Non, » répondit Michael. « Mais j'irai. » Il rentra chez lui en milieu de journée. D'habitude, il aurait prévenu la secrétaire, appelé, informé la sécurité, mais cette fois, il entra en silence. La maison était étrangement vide. Pas de musique, pas de Lorraine, seulement sa voix dans sa tête, celle de l'enregistrement. Il entra dans la chambre. Lorraine se tenait devant le miroir en se changeant. Elle sursauta en le voyant. « Michael, tu es à la maison. »« Je pensais que tu étais parti au bureau. »« Je suis rentré, » dit-il. « Nous devons parler. » Bien sûr, quelque chose s'était passé. Il la regardait attentivement. Elle jouait encore. Le visage préoccupé, la voix compatissante. « Je sais tout, » dit-il calmement. Un instant, elle ne comprit pas. « Que sais-tu? »« Je sais que tu as demandé à Ed de rester à la maison. Je sais que ton amant a coupé les freins. Et j'ai entendu ton enregistrement. Tu ne joues plus. Tu commets un crime. » Elle s'immobilisa,
baissa les yeux, ne pleura pas, ne cria pas, resta silencieuse. Moi, commença-t-elle, tu ne comprends pas ce que c'est que d'être à côté de toi. Tout ce qu'on voit, c'est la façade. Mais tu vis pour le travail, les chiffres, l'empire. Et moi, je ne suis qu'un élément du décor. Tu as acheté ma vie, Michael. Je t'ai tout donné. Je croyais en nous. Tu croyais en l'image, pas en moi. Elle sourit amèrement. Et maintenant, tu vas m'arrêter? Il appuya sur un bouton sur sa montre. 1 minute plus tard, 2 policiers en civil entrèrent dans la maison. Ils avaient un mandat. Madame Thompson, vous êtes arrêtée pour tentative de meurtre, complot et fraude. Ses mains tremblaient, mais elle ne résista pas. Son visage devint vide. Elle regarda Michael une seule seconde. Un regard où il n'y avait plus de haine, seulement la défaite. Après cela, tout s'effondra rapidement. Mendes fut arrêté 2 jours plus tard. Il tentait de quitter la ville. On trouva sur lui de faux documents et de l'argent liquide. Lors de son interrogatoire, il garda le silence, mais sa correspondance avec Lorraine était déjà dans le dossier. La maison devint vide. Les invités cessèrent de venir. Les appels se turent, les journaux s'agitèrent. Les réseaux sociaux parlaient de la chute de la famille parfaite. Mais Michael ne lisait pas. Il était occupé à autre chose. Il était assis près de Samuel dans une salle de réunion vide, regardant une vieille carte de la ville. « Je pensais pouvoir tout construire, » dit doucement Michael, « mais tu m'as montré que l'essentiel n'est pas la hauteur d'un bâtiment, mais la solidité des fondations. » Tu sais, dit Samuel en souriant, parfois un bâtiment doit être démoli pour construire quelque chose de vrai. Pas en verre, mais en vérité. Michael acquiesça. Maintenant, il savait quoi faire ensuite. Dans les premiers jours après l'arrestation de Lorraine, un silence régna dans la maison. Mais ce n'était pas le silence de la paix. C'était un vide, un écho résonnant du passé. Avec chaque mur, chaque pas, Michael se rappelait comment elle souriait dans ces mêmes pièces, touchait sa main, le regardait avec admiration. Et comment tout cela s'était avéré être juste un rôle, brillant, convaincant, mais faux. Lorraine refusa de témoigner. Lors de l'interrogatoire, elle resta silencieuse. Une seule fois elle dit « Je voulais juste vivre ma vie ». Après une semaine de silence, Brian Mendes parla, non par repentir, mais par peur. Un accord avec le procureur lui promettait une réduction de peine. Il raconta tout, comment Lorraine avait commencé à le fréquenter pendant le tournage, comment elle l'avait peu à peu entraîné dans ses plans, comment ils avaient d'abord discuté d'un accident, par hasard, puis d'une intervention directe. Il fournit aussi la correspondance, les plans pour partir au Mexique juste après l'accident, ainsi que des messages vocaux de Lorraine. Ce fut le coup de grâce. Le procureur porta des accusations, tentative de meurtre, complot, blanchiment d'argent, faux documents. Mais pour Michael, ce n'était pas la partie la plus difficile. Le plus douloureux fut le procès intérieur, le jugement contre lui-même. Il se demandait quand il était devenu si distant, quand il était devenu une cible si facile. La réponse ne vint pas tout de suite. Un soir, il était assis sur le toit avec Samuel, pas celui avec piscine et bar, mais sur l'ancien toit abandonné d'un entrepôt que son entreprise devait démolir depuis longtemps. De là, on voyait les lumières du centre-ville s'étendre vers les quartiers qu'il avait un jour jugés inhabitables. « Comment as-tu survécu » demanda-t-il à Samuel. « Toi, la rue » sourit celui-ci. « Au début, je ne survivais pas. Je survivais à peine, je buvais, je mourais de faim, je dormais sous les ponts, mais ensuite j'ai compris que si personne n'a besoin de toi, tu es libre. Et quand tu es libre, tu peux enfin faire ce que tu veux, même si c'est juste rester assis et regarder le monde. Puis il se tut. Puis un jour, tu rencontres quelqu'un dont la vie est plus importante que la tienne, et alors tu redeviens un homme. » Michael resta silencieux. « Je ne voyais pas tout s'effondrer, dit-il. Je construisais un bâtiment, mais la maison s'effondrait, je bâtissais une famille, mais j'étais seul. Je signais des contrats, mais j'étais vide à l'intérieur. » Samuel le regarda avec un léger sourire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à construire quelque chose, mais cette fois, pas en béton. Peu après le procès, Michael vendit l'une de ses plus grandes entreprises de construction.
Il renonça à participer à des projets qui appliquaient l'expulsion de familles vulnérables. Il quitta les médias, confia la direction à un nouveau directeur et partit temporairement de Chicago. Mais avant cela, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il invita Samuel à vivre dans l'annexe autrefois réservée aux invités du Pentouse. Il la fit rénover, meubla avec du neuf. Pas de luxe, mais du confort. Samuel refusa d'abord, disant qu'il ne voulait pas être un geste de charité. Ce n'est pas de la charité, dit Michael. C'est un devoir. Tu m'as sauvé la vie, et je veux que tu en fasses partie. C'est ainsi que commença leur amitié. Chaque soir, ils parlaient non pas d'affaires, mais des gens. Des histoires de la rue, des destins de sans-abri que connaissait Samuel. Et un jour, en parlant d'une femme qui vivait avec ses enfants dans une voiture et avait peur du refuge, Michael dit « Et si on créait un endroit où ils n'auraient pas peur d'aller? Tu veux construire un autre bâtiment ?» Sourit Samuel. « Non, je veux construire du sens. » C'est ainsi qu'est née l'idée de la Fondation Seconde Chance. Ce n'était pas une structure caritative ordinaire. Là, on ne donnait pas seulement des vêtements et de la nourriture. On offrait un logement temporaire, de l'aide psychologique, des conseils juridiques, de la formation. On donnait aux gens une chance de se relever et d'être respectés. Samuel devint l'un des inspirateurs et conseillers de ce projet. Il participa à l'élaboration du programme de redémarrage de vie, parlait aux nouveaux bénévoles, accueillait les gens à la porte quand ils arrivaient désespérés. « Je ne suis pas psychologue, disait-il. Mais je sais ce que c'est de se considérer comme un déchet. Et je sais combien il est important que quelqu'un te regarde comme un être humain. » Au début, les médias ont perçu tout cela comme la rédemption d'un riche, mais au fil des mois, le nombre de personnes aidées par la Fondation a augmenté. Les histoires ont commencé à se répandre sans publicité. Les gens se murmuraient « Là-bas, on ne juge pas, on aide. » Michael est redevenu connu, mais pour une autre raison. Il n'assistait plus aux événements mondains, ne donnait pas d'interviews, mais on le respectait non pas pour ses costumes, mais pour ses actes. Un jour, il est intervenu lors de l'inauguration d'un nouveau refuge construit dans un ancien entrepôt, celui dont le toit servait de lieu de conversation avec Samuel. « Je construisais des tours, dit-il. Je pensais que plus c'était haut, mieux c'était. Mais seulement quand j'ai commencé à écouter la rue, j'ai compris qu'il faut construire non pas vers le haut, mais à côté, pour entendre, pour être proche des gens. » Il y avait un silence dans la salle. Il se tourna vers Samuel, appuyé contre le mur. Cet homme m'a rappelé ce que c'est qu'être humain. Il m'a rappelé que la vérité ne crie pas. Elle vient simplement quand on est prêt à l'entendre. Samuel sourit simplement, puis, en sortant, dit doucement à un homme près de la grille. Parfois, pour sauver quelqu'un, il suffit juste de ne pas passer à côté. Dans les rues de Chicago, la pluie tombait encore, non pas en trombe, mais comme si elle lavait la ville, non pas de la saleté, mais de la mémoire. Michael Thompson se tenait à l'entrée du nouveau refuge de la Fondation Deuxième Chance. À côté, une modeste plaque indiquait la maison de Samuel. Il passa la main dessus. Le métal était froid, mais dans sa poitrine, il faisait plus chaud. C'était le dernier projet auquel il avait personnellement contribué, non comme promoteur, mais comme homme. Presque un an s'était écoulé depuis l'arrestation de Lorraine. Le tribunal l'avait reconnu coupable de toutes les accusations. Ses avocats tentaient de construire sa défense autour de la pression psychologique, de la dépression, de la vie dans l'ombre. Mais les preuves étaient trop lourdes. Mendes avait donné un témoignage complet. Elle avait écopé de 8 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Michael ne s'était pas rendu à l'annonce du verdict. Il regarda la retransmission en silence, puis éteignit l'écran et alla au refuge. Samuel avait vécu modestement tout ce temps. Il n'était pas devenu une figure publique, refusant toutes les interviews. Il disait « Je n'ai pas besoin qu'on me connaisse. J'ai besoin qu'on m'écoute. » Il était devenu une sorte de mentor de rue. Des gens de tous horizons venaient non pas pour des conseils, mais pour être compris. Il ne donnait pas de recettes, il disait simplement la vérité. L'un des programmes les plus puissants de la Fondation fut le lancement d'un programme de réintégration. On donnait aux sans-abri la chance de remonter la pente, sans humiliation. Psychologue, avocat, mentor. Un logement temporaire. Pas un refuge,
une maison provisoire. Michael insista. Chaque personne accueillie devait être traitée comme un être humain, pas comme un problème. Nous ne résolvons pas la pauvreté de quelqu'un, disait-il lors de réunions privées, nous redonnons aux gens le droit d'être entendus, et c'est plus qu'une aide. Le vrai test fut le moment où Samuel apprit qu'un ancien fonctionnaire qui avait soutenu la fondation avait auparavant contribué à l'adoption d'une loi qui avait jeté des centaines de sans-abri dans la rue. Il aurait pu se taire, mais il ne l'a pas fait. Si cette personne ne reconnaît pas sa faute, elle ne peut pas faire partie du projet, dit-il à Michael. Même si maintenant il donne de l'argent, essaya Michael. Qu'il vienne d'abord au refuge, qu'il parle à ceux qu'il a chassés, puis qu'il donne de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme est venu sans manteau de luxe, sans garde du corps, sans caméra. Il passa la journée parmi ceux qu'il considérait autrefois comme un poids social. Il en sortit la tête baissée et avec une nouvelle compréhension. Après cela, il ne fut plus seulement un sponsor, il quitta son poste et devint bénévole. Discrètement, sans faire de bruit. Mais ce qui restait le plus important pour Michael, c'était une chose. Il avait cessé d'avoir peur de la solitude, car il avait compris qu'être seul ne signifie pas être vide. Il avait construit autour de lui non pas une équipe, ni une entreprise, mais des personnes, vivantes avec leurs douleurs, leur passé, leur présent. Et chacune d'elles valait plus que tous les millions sur un compte en banque. Le jour de l'inauguration du nouveau refuge, environ 200 personnes étaient réunies. Certains anciens sans-abri, des bénévoles, des passants ayant entendu parler de l'événement. Pas de flash, pas de caméra de télévision. Juste des gens simples, vrais. Michael avança, prit le micro, resta silencieux quelques secondes puis dit. Un jour, je pensais pouvoir construire une tour où il y aurait du bonheur. J'en ai construit des dizaines, mais dans l'une d'elles, j'ai failli mourir parce que je n'écoutais personne sauf moi-même. Il regarda autour de lui, puis une personne, que je n'avais jamais vue même comme une partie de la rue, s'approcha et me dit la vérité. Simple, sans intérêt, sans peur. Cela m'a sauvé la vie, pas seulement physiquement. Ça m'a sauvé de moi-même. Il fit un signe en direction de Samuel. Cette maison porte son nom, parce que c'est le premier homme qui m'a montré que la vérité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et que chacun a droit à la rue, à une maison, à une seconde chance. Il n'y eut pas d'applaudissements, juste un silence chaleureux et respectueux. Samuel resta simplement là, la tête un peu baissée. Puis il dit une seule chose. Je ne voulais juste pas que tu te fasses renverser par une voiture. Tous sourirent. Plus tard, alors que les gens commençaient à partir, un garçon d'environ 10 ans s'approcha de Samuel. Il tenait la main de son père et regardait le vieil homme comme un héros. C'est vrai que vous avez sauvé un milliardaire ? Demanda-t-il à voix basse. Samuel acquiesça. Comment ? Je lui ai juste dit de ne pas monter dans la voiture, sourit Samuel. Parfois, c'est assez pour tout changer. Le garçon réfléchit. Alors, un jour, moi aussi je pourrais sauver quelqu'un. Bien sûr, répondit Samuel. L'essentiel est de ne pas passer à côté quand on sent que quelqu'un est en danger. Le soir venu, Michael et Samuel étaient de nouveau assis sur le toit. Cette fois, celui d'un nouveau bâtiment. Ils regardaient la ville. La même, mais tout autre. Tout aurait pu être différent, dit Michael. Et ça a changé, répondit Samuel. Cette fois, vraiment.